Bonjour à tous. Alors on fait du mail, on fait pas que ça, et je pense que de toute façon c'est très synergique. Enfin, les métiers de l'interactif, ça ressemble à un millefeuille hein, aujourd'hui avec plein de couches. Là on en a vu, enfin moi j'en ai vu trois, donc Twitter en particulier, les réseaux sociaux. Là on va parler d'email et de bases de données. Mais finalement, je pense que le grand challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à déciloter tout ça. Et vous le disiez, Laurence, Doxon le disait très bien, il disait finalement les réseaux sociaux, ensuite on va les faire venir sur le site, puis petit à petit, on va les convertir. Donc on voit bien qu'on est dans un système où il faut arriver à faire travailler finalement tous les canaux bien ensemble, et que la complexité, elle vient de là, parce que chaque petite chose est chronophage, donc quand on ajoute toutes ces choses-là, il ne reste plus beaucoup de temps pour bien travailler chacune. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur, la complexité, elle est bien là. Donc, finalement, comment collecter, animer une base de donateurs et futurs donateurs? Je vais essayer d'aller vite, hein, parce que vous n'avez pas eu de pause du tout, là, ça va être un peu... Et effectivement, des bases de données nominatives, déjà, pour avoir une relation avec des donateurs ou des futurs donateurs, il faut les connaître. Avant, pour connaître des clients, si on parlait du monde réel, il fallait essentiellement des programmes de fil sur de la donnée nominative. Il y a plein de moyens de contact, on va le voir, on a parlé de Twitter, on a parlé de Facebook, c'est des canaux de contact. C'est des canaux de contact un peu différents, chacun, l'email et un autre canal, mais qui sont très complémentaires, et on peut faire des choses dont le but ultime va être soit la conquête, soit la fidélisation, mais il faut bien les faire travailler ensemble. Et effectivement, à chaque point de contact, on a une base de données qui s'enrichit. Désolé, nous on a des métiers un peu techniques hein, autour de la base, puisque au début, on n'avait que des comportements d'achat. Si on regarde, il y a 15 ans, on avait globalement que des inscriptions, donc des adresses email et des comportements d'achat, de donation. Alors on savait quelle était la régularité de son don, si c'était un don par prélèvement, qui est généralement le Graal de ce qu'on essaye d'avoir. Et de garder, on arrivait donc à travailler sur son comportement, on va dire, de donateur, dans sa fréquence, dans sa durée. Depuis, il y a énormément de nouvelles données qui sont arrivées, toutes les données de réaction, toutes les données de navigation. Par exemple, par quels événements les gens sont attirés, qu'est-ce qu'ils vont aller regarder, qu'est-ce qui va les toucher, qu'est-ce qui va, pour des raisons qu'on ne connaît pas, les intéresser. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en mobilité? Toutes les données qui viennent des réseaux sociaux. Bien sûr, quand on opère une base de données, idéalement, entre sa base de fans et sa base nominative d'email, il faut avoir un lien qui est le Facebook UID, qu'on peut aller collecter quand on fait du connect, hein, vous savez, voilà, si on parle de Facebook, qui reste quand même... J'entendais que Twitter était très volumique sur certaines associations, donc ce qu'on voit, c'est que Facebook quand même reste le plus volumique aujourd'hui dans ce qu'on peut voir en termes de données. Évidemment, on va essayer d'avoir un lien entre des données email nominatives et des ID Facebook, par exemple, des ID Twitter, c'est égal, pour pouvoir avoir une vision complète de son donateur ou de son futur donateur, et donc être cohérent sur la totalité des canaux et pas le travailler en silo. Donc finalement, on a, au-delà des données déclaratives, énormément d'autres données qui vont nous permettre d'être pertinents avec cette personne. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que Internet a rendu les frontières de plus en plus poreuses entre acquisition et fidélisation, et ça c'est intéressant, je trouve, dans votre secteur, entre un donateur et un futur donateur et un ancien donateur, on a des frontières extrêmement poreuses, et parfois
on sait plus de choses sur son futur donateur que sur son donateur actuel. Par exemple, on a un futur donateur qui est beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux, même sur son site, qui a des fréquences de visite beaucoup plus élevées que son donateur. On va savoir plus de choses sur lui, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas effectivement donateur, et vice-versa, on peut avoir un donateur sur lequel on sait très peu de choses, mais qui va chercher de la régularité. Et tout le travail, ça va bien être de faire changer, dans ce que vous disiez tout à l'heure, Laurence, de petit à petit, arriver à faire changer les individus de classe, et évidemment les garder le plus longtemps possible comme donateurs actifs. Et pour faire ça, il faut être pertinent avec eux, il faut être pertinent dans la relation. Donc en fait, la relation sur Internet, elle ne commence pas, et vous l'expliquiez très bien, elle ne commence pas que à partir du moment où quelqu'un est donateur. Elle commence bien avant. Elle commence avec des futurs donateurs. Donc cette collecte-là, collecte dans votre secteur, c'est associé à la collecte de fonds, excusez-moi, on appelle ça la collecte de données. Donc le point qui est important là-dedans, c'est quand par exemple, on est sur Facebook, essayer d'optimiser et d'augmenter le nombre de points de contact dès le début qu'on va avoir avec cet individu. Donc, par exemple, quand quelqu'un devient fan, essayez tout de suite d'aller collecter son adresse email pour avoir juste plusieurs canaux relationnels, parce que on n'a pas la même relation par email et sur Facebook avec l'individu. Donc c'est pas du tout des mécaniques qu'il faut travailler en silo. Au contraire, enfin peut-être les community managers qui étaient présents avant ne sont pas d'accord, mais au contraire, essayer d'optimiser les points de contact qu'on va avoir pour pouvoir avoir des discours cohérents, mais parfois un peu différents, souvent plus axés sur la donation, par email. Évidemment, on va aller mesurer le ROI, et ça peut se travailler dans le temps. Alors, sur un autre exemple qui est Nespresso, on peut vraiment travailler dans le temps, et on peut faire ça aussi sur de la pure conquête. C'est-à-dire qu'on peut faire ça sur des données dont on ne supporte pas le coût de collecte, mais qu'on va avec des données externes qu'on va travailler dans le temps. Ce qu'on appelle des bases historisées de prospection. Donc, on va aller les travailler avec l'extérieur. Tout à l'heure, vous disiez, on peut shooter un mail, c'est un côté un peu péjoratif. Ça reste un canal super intéressant à travailler. Et pas du tout, pas du tout décorrélé des autres. Évidemment, construire une relation, c'est d'ailleurs la définition du dictionnaire de la relation, c'est se souvenir des interactions avec ses donateurs. Donc, on ne peut pas. La complexité, je pense, dans votre métier, c'est qu'on est beaucoup sur l'urgence, on est beaucoup sur, évidemment, des événements extérieurs qui viennent ponctuer votre année et ponctuer votre communication, mais il faut aussi s'intéresser à son consommateur, à son donateur, à son futur donateur et à son comportement, parce que peut-être que, évidemment, l'actualité, ça va être sur le typhon, mais moi, si j'ai quelqu'un qui vient faire une visite et qui va aller sur des pages complètement différentes, c'est de ça dont il faut que je lui parle, parce que c'est ça qui va le toucher, c'est ça qui va l'intéresser. Et cette écoute, on parlait d'écoute tout à l'heure, cette écoute, elle est extrêmement importante dans tout le travail autour de la base de données. Et donc, dans toute l'analyse comportementale, là c'est un exemple dans le monde, on va dire, des produits, mais c'est vrai absolument dans tous les secteurs, et on peut aussi en faire évidemment en conquête. On peut aller en faire en conquête, ça c'est un exemple pour l'UNICEF, pour qui on a la chance de travailler depuis de nombreuses années. On peut aller en faire en conquête quand on a des visites spontanées.
sur du contenu qui est extrêmement vaste et extrêmement hétérogène. Et bien sûr, la pertinence de ce qu'on va dire après, même si on est en pleine période de typhon, il vaut mieux parler de ce qui intéresse finalement notre donateur, qui est peut-être quelque chose de complètement différent, parce qu'il allait en vacances dans ce pays, qu'il rentre et qu'il y a des choses qui l'ont touché, donc il va aller visiter du contenu autour de ce pays, et c'est là-dessus, c'est de ça dont il faut lui parler, parce qu'on fait des actions dans ce pays-là. Donc tout ce travail de personnalisation, il dépend bien sûr de la qualité de la base de données que vous avez derrière. Elle se construit dans le temps, et tout ça, il faut le voir comme des séquences. On est dans un métier, enfin vous êtes dans un secteur où on travaille beaucoup sur l'urgence en fait. Donc on a une espèce de succession comme ça d'urgence qui parfois fait oublier le donateur et sa propre histoire et son propre cycle de vie. Évidemment, l'urgence, c'est extrêmement important et c'est la raison d'être même de beaucoup des organisations que vous représentez. Cependant, il n'y a pas que ça. Et travailler aussi sur des cycles de vie, c'est-à-dire mon donateur chez moi, il est devenu fan à telle date, il a visité ça, qu'est-ce qui est pertinent comme contenu à lui pousser, à quel moment je vais aller reprendre la parole, à quel moment je vais aller lui parler, ça c'est c'est pas glamour, hein, mais c'est des schématisations de cycle de vie. Et là, tous les points que vous voyez en rose, c'est des déclencheurs individuels. Mon premier don, ma première inscription, ma première visite. Donc c'est pas des déclencheurs qui viennent de l'externe, c'est des déclencheurs qui viennent vraiment du comportement de chaque donateur en particulier, ou chaque futur donateur, parce que bien sûr, ça c'est des mécaniques qu'on utilisait avant uniquement en fidélisation. Aujourd'hui, on travaille en conquête, en PRM, ce qu'on dit en Prospect Relationship Management, donc vraiment sur les futurs donateurs. On peut avoir des choses aussi sophistiquées que sur les donateurs réels. Et puis, il faut apporter de la valeur, effectivement, pour fidéliser. Alors, les calculs, on parle beaucoup d'optimisation des algorithmes de calcul de produits. Donc là, j'ai mis un exemple extrait. Il y avait une intervention de Press Minister aujourd'hui, donc j'ai mis un exemple de Press Minister, mais dans votre secteur, on peut aussi optimiser les contenus qu'on va aller proposer dans un email pour être le plus intéressant possible pour le donateur. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est pas. Il y a toujours de la place pour des messages qui sont de l'urgence, qui viennent de l'extérieur, mais quand même, ce qui compte, c'est d'apporter quelque chose qui optimise l'intérêt du donateur. Toute la personnalisation de la relation, bien sûr, ça vise aussi à éviter l'attrition dans les cas de dons par prélèvement, parce qu'on voit bien qu'on arrive à détecter, quand on a du don par prélèvement, on arrive à détecter des comportements qui vont expliquer l'attrition, c'est-à-dire le fait d'arrêter ou de ne pas renouveler. On arrive à détecter des comportements qui nous laissent penser qu'il va churner. Donc ça, c'est extrêmement important à détecter avant. Ensuite, c'est trop tard. Et la personnalisation dans la relation, c'est quand on analyse le facteur déterminant qui abaisse l'attrition. Dans vos métiers, il y a évidemment la qualité de l'action sur le terrain que vous menez, etc. Mais ça, nous, en marketing, on n'a pas d'impact là-dessus. C'est pas dans toute l'action qu'on peut faire, c'est vraiment la qualité de la personnalisation qui compte. Et puis la mise en œuvre de barrières à la sortie. Alors c'est pas très. D'habitude, on parle de valeurs positives en marketing. Alors là, on va parler de valeurs un peu négatives.
J'aime beaucoup cette phrase d'Étienne Rey dans la préface de L'amour de Stendhal qui dit « Il y a dans la fidélité de la paresse, de la peur du calcul, du pacifisme, de la fatigue et quelquefois de la fidélité. » Bon, ça s'applique à plein de secteurs, dont le vôtre. Je pense que ce qu'on appelle les barrières à la sortie, c'est pas très joli, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire tout simplement faciliter la vie du donateur, s'adapter à ses besoins, s'adapter à son rythme. Si vous avez un donateur qui vous fait un don en juillet, même si ce n'est pas une période de campagne, de temps fort, de campagne de collecte de dons spécifiques, c'est évidemment en juin et en juillet qu'il faut lui parler. Parce que chacun a son rythme, voilà, tout le monde n'est pas calé sur la fin d'année. Et ensuite, essayer d'aller optimiser tous les parcours pour simplifier la vie de vos donateurs et aussi de vos futurs donateurs. Les réseaux sociaux, pour moi, font partie intégrante des barrières à la sortie dans une relation qu'on peut avoir avec ses donateurs. Le SMS, alors ça c'est excessivement intrusif. C'est un exemple avec la Croix-Rouge qui était là aussi avant. C'est extrêmement intrusif. Donc il faut être extrêmement pertinent. Par contre, effectivement, c'est efficace. Comme beaucoup de choses intrusives, c'est efficace. Le plus intrusif, ça reste le face-à-face dans la rue. Ça reste efficace. Donc les médias digitaux sont plus ou moins intrusifs. Le SMS, c'est un des maillons les plus élevés quand même. Et puis, les canaux relationnels que vous avez vus avant, finalement, au milieu, on a tous les canaux qui viennent travailler avec. Pour aller travailler votre donateur, donc on a l'email, on a les réseaux sociaux, on a le mobile, on a tout ce qui est, et vous allez en parler juste après d'ailleurs, tout ce qui est RTB. Et tout ça, ça vient bien travailler pas en silo mais ensemble au service de votre stratégie marketing autour de votre donateur et de votre futur donateur. La base de données dans vos métiers, elle est souvent cantonnée à la vision donateur. Vous avez une base avec des donateurs et vous la travaillez. Aujourd'hui, c'est important de travailler le volume de futurs donateurs que vous avez sur cette base, comme votre volume de fans et de followers Twitter, et c'est souvent idéalement les mêmes. C'est un axe extrêmement important. Parce que, et ça c'est dans un secteur différent, et c'est quand même quelqu'un qui a bien réussi sur Internet. Finalement, quand on regarde Amazon, c'est son fondateur qui l'écrit, et c'est son obsession, c'est le consommateur, le donateur dans votre cas. Et donc, il dit que le modèle, c'est Customer Focus, Customer Centric, Customer Obsession. Et je pense que dans votre métier, cette obsession du donateur, de ses centres d'intérêt et de son rythme, ça doit être de plus en plus important si vous voulez, dans le temps, les garder et bien sûr augmenter leur don de moyens et surtout qu'ils vous soient fidèles dans le temps, ce qui est très important dans votre métier, bien sûr, de garder cette continuité chez vos donateurs. Voilà, très rapidement, j'espère que j'ai regagné un tout petit peu de temps. Merci beaucoup.